Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamekili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Chers spectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission d'Enjeu. Aujourd'hui, nous allons développer 4 points. Le premier point s'articulera sur l'agression de Madame Mandaïla à l'aéroport. Que comptent faire les autorités belges concernant cette affaire-là? Le deuxième point que nous allons parler aujourd'hui, ce sera la plateforme de l'opposition qui a été mise en place, qui regroupe une série de faux opposants et qui ont mis comme tête pensante M. Kengwa Dondo. Nous tous, nous savons très bien, et personne n'est dupe, surtout pas le peuple congolais, que M. Kengwa Dondo, faisant partie du pouvoir, ne représente en rien les intérêts de l'opposition, ni l'opposition congolaise. En troisième point, nous allons parler de l'offensive, entre parenthèses, de l'armée FARDC sur les soi-disant rebelles ADF NALU, qu'on appelle coutumièrement M23. Et en quatrième point, et pour terminer, nous allons parler de la liberté d'expression et de mouvement. Pourquoi M. Lambert Mende s'empresse-t-il de monter au créneau suite à la réaction des représentants de l'Union européenne? Donc nous allons développer tout ça tout de suite. Henri, bonjour. Bonjour, Lano. Nous allons commencer tout de suite avec l'affaire qui s'est passée samedi concernant la députée belge, Madame Gisèle Mandaïla. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire concernant cette affaire? Et par rapport aussi à l'attitude qu'a eu et le comportement qu'a eu la police belge. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé, mais je pense que nous pouvons accorder du crédit au récit qui en a été fait par Mme Gisèle Mandaïla, à savoir qu'il faut rappeler le contexte. Donc il y a une passagère qui était en voie d'être expulsée, et il semblerait donc qu'à ce sujet, elle ait exprimé en fait un certain nombre de choses, notamment qu'elle n'était pas confortablement assise, ou qu'elle était en tout cas dans une position inconfortable. C'est sur ces entrefaites que Mme Mandaïla serait allée à la rencontre des policiers pour s'enquérir de la situation de la dame qui semblait apparemment agitée. Il faut savoir que souvent, dans ce genre de voyage, lorsque un passager qui est reconduit comme cette dame-là s'agite, eh bien, le commandant de bord a le droit de la faire débarquer. Sauf que dans le cas d'espèce, non seulement cette dame a été débarquée, mais en plus de ça, celle qui a souhaité en tout cas calmer le jeu, en tout cas c'est comme ça que les choses ont été présentées, a été elle aussi sommée de quitter l'appareil avec d'autres passagers. Mais c'est plutôt ce qui s'est passé après qui pose réellement problème. Je veux dire, même suite à une expulsion, il y a des manières et bien sûr. Modes opérants. Là, nous entrons dans le détail. Nous entrons effectivement dans le protocole qui permet en fait de pouvoir s'assurer que les voyages se font dans de bonnes conditions. Tout le monde a encore en mémoire l'affaire Samira Adamou, il y a de cela quelques années. Où là, cette femme nigériane qui a été étouffée par coussin utilisé par qui l'a tué. Policier, effectivement. Et donc, voilà, bon. Quand je regarde la réaction disproportionnée à laquelle on a pu assister, et notamment le fait que l'on s'en soit pris, pas seulement à Mme Mandaïla, mais aux autres passagers, je trouve que c'est quand même assez disproportionné et que cela pose réellement question. Vive émotion de la part de la communauté congolaise. Cette vidéo, à peine mise il y a un jour, a déjà été visionnée plus de 23 000 vues, ce qui montre quand même l'importance que les Congolais ont apportée. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, parce que c'est quand même avec l'argent des Congolais que SN peut faire autant de voyages et maltraiter autant les Congolais, alors, avoir autant de... La personne qui a, disons que l'hôtesse de l'air ou la chef de cabine qui a souhaité que la police vienne se saisir de certains passagers, je ne suis pas certain qu'elle ait agi avec l'accord du commandant de bord, parce que c'est quand même assez inédit ce qui s'est passé dans l'avion. Mais il est vrai que si une réaction doit suivre, ça c'est aux Congolais de décider de l'ampleur ou de la nature de la réaction à avoir. Mais dès le moment où il manque déjà, je dirais, une certaine solidarité, des quelques députés congolais qui sont d'origine congolaise, qui sont ici en Belgique,
il n'y a il y a eu aucune réaction de soutien ou de sympathie. C'est quand même grave de voir que, parce que au-delà des prises de vue politiques de Mme Mandaïla, il s'agit d'une consoeur congolaise qui a été brutalisée. Donc nous devons un petit peu dépasser ces clivages politiques parce qu'il s'agit de notre sœur. Si c'était une autre communauté arabe turque, ça ne serait jamais arrivé. Il y aurait eu un bloc derrière leurs députés. Donc c'est quand même grave qu'il y a un manque total de solidarité. On peut s'interroger effectivement sur l'absence de réaction des autres députés d'origine congolaise. Notez également le contexte, nous sommes en période électorale, est-ce à dire que certains ont estimé qu'il ne fallait pas lui faire ce cadeau-là? Je pense que certains doivent également se dire que ce n'est pas une affaire Mandaïla, mais c'est une affaire qui concerne en réalité tous les Congolais, et que de ce point de vue, c'est peut-être la personnalisation de cette affaire qui peut peut-être leur poser problème, mais en tout état de cause, ça n'excuse pas du tout l'attitude de la police et la manière dont Mme Mandaïla a été traitée, ainsi que les autres passagers. Mais il faut surtout avoir une pensée pour cette dame, parce qu'on ne parle pas de cette dame, on n'en parle même plus, s'enquérir de sa situation et s'assurer que, parce qu'elle sera expulsée de toute façon, s'assurer que lors du prochain transfert, elle sera traitée comme il se doit. Autre chose, intervention de la ministre de l'Intérieur, Milquet, et nous voyons directement, un peu de temps après, la police qui monte, en tout cas le syndicat de police qui monte au créneau, pour plutôt charger Mme Mandaïla et aussi la ministre en disant qu'elle n'a pas à avoir de tels propos contre la police et que si elle veut, elle n'a qu'à elle-même procéder à une expulsion pour qu'on puisse voir comment elle va se faire. Est-ce des manières, surtout que nous savons que c'est l'attitude que nous condamnons, la manière et cette médisance qu'ils ont envers les gens d'origine congolaise. Je parle même, c'est du racisme qu'il s'agit, il ne s'agit pas d'autre chose. C'est ce racisme que nous pointons du doigt. Moi, ce que je note, c'est que la réaction du syndicat de police, c'est une réaction qui est tout à fait typique d'une corporation. Je note aussi qu'ils sont montés au créneau sans aucun égard pour la ministre de l'Intérieur, qui, elle, est dans son rôle lorsqu'elle exige qu'une enquête soit faite. Mais ça traduit quand même l'embarras au sein de la police. Et donc, je crois que si sanction il y a, ce sera certainement fait en interne, mais il faut savoir aussi que par essence, la police n'a jamais accès, c'est pas seulement en Belgique, hein, mais vous allez en France pour ce genre d'affaires similaires, hein, où la police est mise en cause, il y a un réflexe pavlovien qui veut que la corporation protège d'abord et avant tout ses membres, même si les faits établissent très clairement qu'il y a eu une réaction soit disproportionnée ou une attitude extrêmement négative. Mais pour qu'il y ait eu des suites vraiment, je vais dire, d'une grande ampleur, il aurait fallu peut-être un soutien des autres députés de la communauté. Oui, qui n'a pas bien sûr. Et qui démontre encore une fois que tant que nous sommes divisés et que nous ne pouvons pas former un bloc, nous ne pouvons pas prétendre défendre cette communauté qu'on représente. On peut déplorer effectivement ce manque de solidarité. Passons au deuxième point donc, du lancement de la nouvelle plateforme de l'opposition à RDC, Pro-Concertation, qui aujourd'hui a créé donc, une coalition baptisée Opposition républicaine, rejoignant ainsi la majorité kabyliste. Que peut-on en dire? Bon, d'abord, je suis un peu étonné de la dénomination de cette plateforme. Opposition républicaine, je dirais, ne l'est pas plus qu'une autre. Nous savons qu'aujourd'hui, l'opposition est morcelée en plusieurs blocs, mais je pense, sans risque de me tromper, et au-delà du comportement erratique de certains de ses membres, que l'opposition est par essence républicaine, alors qu'un groupe décide de s'arroger ce qualificatif pour dire que c'est nous, l'opposition républicaine, c'est un peu fort de café. Et je crois aussi que l'argument utilisé, qui consiste à dire que c'est pour matérialiser la cohésion nationale, je trouve que c'est aussi aller un peu vite en besogne. Alors, ce que j'en pense, écoutez, vous avez des partis de l'opposition qui ont fait le pari d'aller aux concertations nationales. C'est leur responsabilité, et je pense qu'il serait, à mon avis, imprudent de les condamner. Je le répète souvent, la politique, c'est surtout et avant tout pour exercer le pouvoir. Ces partis-là savent qu'ils ont tout à perdre d'une absence dans le prochain gouvernement qui semble se mettre en place petit à petit. Et donc, ils ont voulu
créer les conditions d'une entrée, effectivement, Donc, sous le bloc. couvert d'une force politique qui rassemble en fait plus d'individus que de partis. Je n'ai pas de confirmation. C'est qui qu'ils ont mis à leur tête, à la tête comme tête pensante ou je ne sais pas. Bon, ils ont parlé de M. Kengo comme autorité morale. Alors, il faut aussi s'interroger sur le vocable autorité morale. Parce que bon, les Congolais aiment bien utiliser les termes à tort et à travers. Kabila, autorité morale de l'ANP, enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Toujours des grandes paroles. Toujours des grandes paroles. Et vous voyez très bien qu'il y a un décalage entre l'intitulé du poste et la personnalité de l'individu. Voilà, c'est pas vraiment. C'est beaucoup plus honorifique. C'est une manière de dire que c'est le garant de l'unité et de la cohésion de cette plateforme. Alors, pour revenir à cette plateforme, il ne faut pas y voir malice. Je crois que c'est de bonne guerre que ces opposants-là s'organisent pour pouvoir intégrer ce gouvernement et surtout pour apporter son soutien à la majorité. À ce stade-ci, je ne sais pas si le MLC en fait partie. Il faudra, à mon avis, interroger ses responsables. Mais l'autorité morale qui exerce le pouvoir depuis pas mal de temps maintenant aux côtés de M. Kabila, en quoi est-ce qu'il serait un représentant de l'opposition? Puisqu'on le présente toujours comme représentant de l'opposition. Mais de quelle opposition? Oui, puisqu'il a toujours été à la mangeoire. Alors, opposition, je l'ai dit, il y a plusieurs oppositions. Sous Mobutu aussi, on le présentait comme de l'opposition, alors qu'il fait partie des barons de cette... Alors, vous avez des oppositions internes, vous avez des oppositions de circonstances, vous avez des oppositions de façade, de posture, de circonstances. De façade. Voilà, et donc, à partir du moment où, au moment des concertations nationales, on a voulu associer un représentant de la majorité qui, ce n'est pas un hasard, puisque c'est le cas, préside le Parlement, l'Assemblée nationale, et un représentant dit de l'opposition parce qu'il a réussi à battre le candidat de la majorité au Sénat. À partir de là, s'est mis autour de cette personne, autour de M. Kengo, des gens qui ont estimé qu'il avait l'autorité nécessaire pour pouvoir, disons, encadrer cette nouvelle structure. Et donc, c'est le choix qui a été fait. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que cette opposition-là ne brille pas par sa cohérence, puisque c'est cette même opposition-là qui condamnait tout rapprochement avec le M23, mais qui a fini par voter pour l'amnistie. Donc vous voyez qu'il y a quand même des contradictions, mais quand même une forme de cohérence, puisque c'est les mêmes qui ont signé le code de bonne conduite avec M. Malou Malou. Alors que M. Malou Malou n'avait pas qualité pour le faire. Donc ce sont des gestes qui ont été posés par cette opposition pour bien montrer qu'eux étaient dans une logique consensuelle, alors que les autres, de leur point de vue, sont dans une logique d'exclusion. Il n'en est rien, bien évidemment. Passons au troisième point, offensive FARDC, ADF, NALU. Je veux dire, ils sont toujours dans le même coin, on parle de la même chose. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut en dire concernant les autorités qui annoncent des centaines de morts qu'on ne voit jamais? N'est-ce pas de la poudre aux yeux? Parce que nous sommes habitués par je dirais, par ce pouvoir-là qui, chaque fois, nous fait des effets d'annonce ou qui joue beaucoup à la manipulation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est de bonne guerre que de communiquer dans ce genre de situation. Parce que c'est une surcommunication. Le gouvernement a intérêt à montrer qu'il contrôle la situation. Donc, il est normal qu'ils avancent des chiffres difficilement vérifiables, puisque en temps normal, c'est la MONUSCO qui peut en attester la véracité. C'est vrai qu'il y a eu un moment de doute au sujet en tout cas de l'ampleur de la victoire des FRDC par rapport au M23, et donc il était normal que le gouvernement puisse s'assurer que cette fois-ci, cela ne souffre d'aucune contestation. Mais nous sommes évidemment très loin du compte, puisque nous ne savons pas, ni vous ni moi, ni même les Congolais, seuls les ASB, les ONG présentes sur le terrain dans cette partie du territoire peuvent effectivement attester qu'il y a un certain nombre de problèmes sur le terrain. À l'heure actuelle, on sait qu'il y a une offensive contre les APCLS, je crois, un autre de groupes armés. Mais s'agissant de l'ADF NALU, dont nous savons avec certitude que
certains éléments du M23 opèrent sous leur couvert, qu'ils sont en mouvement. Mais ces mêmes éléments... Et ils ont d'ailleurs attaqué et tué un journaliste. Alors, tout à fait. Est-ce que c'est vrai ou bien ça serait le pouvoir qui cherchera à liquider peut-être des éléments maintenant, toujours en créant la situation de ADF Nalou a attaqué, c'est comme ça qu'ils sont morts, parce que ça s'est aussi passé dans un convoi avec des militaires. Donc ça s'est passé de la même manière qu'avec M. Mamadou Ndala. Oui, écoutez, depuis le 30 décembre ou depuis le 31 décembre, on attend toujours de savoir où on en est avec les enquêtes. Mamadou Ndala, la même chose. Donc ne comptez pas sur une transparence des autorités, en tout cas sur ces questions-là. Ce que nous pouvons simplement déplorer, c'est que nous assistons pour l'instant à une ouverture simultanée de plusieurs fronts militaires. Ces derniers jours, on n'en parle pas beaucoup, mais ça c'est une réalité. Les Bakata Katanga ont repris du service. Nous avons un autre groupe armé qui est opposé au FRDC, mais également les ZDF Nalou, dont on ne connaît ni l'ampleur, ni l'espace, en tout cas territorial, occupé par ces hommes, et tout ça avec évidemment en toile de fond une amnistie que beaucoup aujourd'hui regrettent. Alors, on nous a toujours parlé de quelques personnes qui ne seraient pas amnistiées, mais en même temps, on est en droit de se demander si vraiment il existe une liste de quelques personnes qui n'auraient pas été reprises dans cette liste d'amnistie. Il faut rappeler que cette amnistie concerne des faits de guerre et des infractions politiques. C'est assez étonnant. Même, connaissant la négligence du pouvoir. Mais écoutez, quand les concertations nationales ont achevé donc, leurs travaux, on a annoncé un certain nombre de libérations de prisonniers. Donc, on n'a pas attendu que soit adoptée cette loi sur l'amnistie. Mais curieusement, les prisonniers les plus emblématiques n'ont pas été libérés. Ce qui me fait dire qu'il y a eu beaucoup plus de communication et d'effets d'annonce à ce sujet et qu'il y a décidément difficulté à joindre l'acte, en tout cas la parole à l'acte. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que quand vous prenez Coutinho par exemple et Diomi Ndongala, vous vous rendez compte qu'ils sont toujours en prison alors que certains partis de l'opposition se sont précipités pour aller signer le code de bonne conduite. Alors est-ce qu'on peut signer un code de bonne conduite avec des gens qui se comportent comme des délinquants? C'est une question que nous pouvons nous poser effectivement. Quatrième et dernier point, respect des libertés fondamentales, liberté d'expression et de circulation pour les partis d'opposition. Pourquoi Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a-t-il réagi vivement aux préoccupations légitimes de l'Union européenne? Parce que M. Lambert Mende a du mal à comprendre qu'un pays, quel qu'il soit, doit respecter un certain nombre d'engagements internationaux qui ne relèvent pas nécessairement de la souveraineté d'un État. Ce sont des principes fondamentaux, ce que l'on appelle les normes impératives. Respecter ce genre de droit et accepter que des pays ou des organisations internationales ou des institutions vous rappellent qu'il est important de les respecter. Si M. Lambert Mende considère que les préoccupations de l'Union européenne ne sont pas fondées, alors j'invite M. Mende soit à quitter le Congo et à aller peut-être sur une planète où on trouverait tout à fait normal que l'on traite l'opposition comme on la traite à l'heure actuelle au Congo. C'est une réaction épidermique et je ne suis même pas certain que le Premier ministre ait été avisé de la réaction de son ministre de la Communication. On l'entend pas beaucoup, le Premier ministre. On n'entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup. Vraiment... Mais ça vous montre bien que... C'est un Premier ministre de facette. Hein. Nous voyons que ceux qui sont... Non, mais ça vous montre simplement que ce pays n'est pas du tout gouverné, puisque vous avez... Grosso modo, vous avez quelqu'un qui est à la fois porte-parole du pouvoir et du gouvernement. Alors là, déjà, et porte-parole aussi du président. Comme il y a un mélange des genres. Aucun recul par rapport aux propos qui sont tenus, et même au mépris même de certaines règles, j'allais dire de bienséance ou tout simplement de la courtoisie. L'Union européenne a réagi de façon tout à fait correcte, mais la réaction de M. Mende montre à quel point, décidément, il ne comprend absolument rien de la situation et qu'il est, et lui et le gouvernement qu'il représente, ils sont enfermés dans une sorte de bulle où le déni de réalité
est érigé, j'allais dire, en mode de gestion. Y aurait-il pas une certaine hypocrisie de cette Union européenne? Parce que, souvenez-vous, en 2011, ils avaient envoyé des représentants de la CPI pour toute personne qui ferait des troubles durant les élections. Nous avons vu le 26 novembre 2011 l'armée de M. Kabila qui a tiré à bout portant sur les gens qui étaient venus accueillir Tshisekedi. M. Etienne Tshisekedi. Tout à fait. Mais pour revenir à l'Union européenne, il est clair que les propos qu'ils ont tenus et excusez-moi, récemment, je vous laisse la parole, parce que de la même manière, nous voyons que maintenant la CPI recommande qu'en Corée du Nord, M. Kim Jong-il soit aussi puisse répondre de ses actes devant la CPI. Alors nous voyons que c'est au cas par cas. Kim Jong-un, pour être plus précis, ne répondra jamais devant la CPI, il ne faut pas rêver. Mais l'Union européenne avait déjà tenu ce genre de propos en 2006. Ça n'a pas empêché à l'actuel président de gagner dans les conditions que l'on connaît, en dépit du fait qu'il y a eu beaucoup d'atteintes aux libertés fondamentales. Mais ils n'ont rien dit. En 2011, ils ont envoyé des gens, il n'y en a plus rien entendu. Je dirais que sur ce point-là, nous sommes coutumiers du fait. L'Union européenne, dont on connaît l'impuissance au niveau diplomatique, ne peut que rappeler certains principes. Il avait de la même manière réagi contre M. Tshisekedi quand il avait appelé à ce qu'on puisse... Il avait fortement réagi, mais vous savez, l'Union européenne me fait un peu penser aux Nations Unies. Ils n'en sont pas à une contradiction près. C'est cette même Union européenne qui, dans un premier temps, avait considéré qu'il y avait beaucoup d'irrégularités avant de dire que, ou avant de répéter ce que certains disaient, que l'ordre d'arrivée n'allait pas modifier. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais il faut effectivement se poser la question de savoir si l'Union européenne n'est pas dans une posture. Nous, ce que nous attendons, c'est des actes. Moi, j'aurais été beaucoup plus convaincu si l'Union européenne avait, par exemple, assorti cette préoccupation d'une menace très simple, parce qu'il faut quand même rappeler que l'Union européenne est le principal bailleur pour ce qui est des élections en RDC. Donc, si l'Union européenne menaçait de sanctions Kinshasa en cas de récidive ou de répétition d'atteinte aux libertés fondamentales, y compris sur les droits de l'opposition, nous aurions pu être convaincus. Et vous comprenez alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'un M. Mende peut se permettre justement de parler à l'Union européenne dans les termes qu'il a utilisés, parce qu'il sait très bien que l'Union européenne n'a pas de marge de manœuvre, et que le cas échéant, la RDC pourrait se tourner vers un autre bailleur, en sachant par ailleurs que les élections, même si elles ont été annoncées, ne sont pas du tout la priorité du gouvernement. Un petit mot sur le voyage de M. Kamere. Nous avons entendu qu'il est en route vers Goma. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez comme... moi je serais convaincu que lorsqu'il aura atterri à Goma, mais si je me réfère à la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière entre les représentants de M. Kamere et le ministre de l'Intérieur, il semblerait que le ministre de l'Intérieur ait dit que rien ne s'opposait à ce que M. Kamere voyage. Voilà, ça ce sont des engagements pris par le ministère de l'Intérieur. Attendons de voir comment tout cela va se traduire sur le terrain. Pour aujourd'hui, je vous remercie. Merci. Pour conclure avec tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, les Congolais doivent prendre conscience et boycotter SN. Parce que c'est dans SN où on maltraite les Congolais et ce sont les Congolais qui payent. L'avion était plein par les Congolais, donc les Congolais payent pour qu'ils soient maltraités. Je n'ai jamais vu une hôtesse qui se prend pour la police. Est-ce que les hôtesses de l'air de SN, c'est la police belge? Alors mes frères, mes sœurs congolais, il faut boycotter SN. Ingeta, Jano Kabuya, Ezali testament ya papa Alain Moloto atikeli peuple congolais. Eza tango ya kolela lisusu te, ekomi tango ya kopapa ebe kopata kopengana binemi oyo batelemi na tete ya mboka na biso kopapa bakende. Jano Kabuya to papa ae Alain Moloto kolo adoration.